Xavier Hofer, bonsoir. Bonsoir, Merci d'avoir accepté cette invitation. un plaisir. Xavier Hofer, vous êtes criminologue, mais avant tout, comme le veut la tradition, j'aimerais vous laisser vous auto-présenter. Donc, refaire, prénom Xavier, effectivement criminologue, plus précisément directeur d'études au pôle sécurité défense du CNAM. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est la plus vieille université scientifique française, le Conservatoire national des arts et métiers, fondé durant la Révolution française par des gens qui voulaient doter la France d'un corps d'ingénieurs militaires. Donc depuis, à l'époque, c'était l'artillerie, la reine des batailles. L'artillerie, c'est de la balistique, donc scientifique. Et voilà, Napoléon était général d'artillerie. Et donc pendant la Révolution française, on crée le CNAM, qui depuis doit faire quelque chose comme genre 30 000 diplômes différents dans la France entière, mais qui a gardé un tropisme sécurité-défense. Et donc, au pôle sécurité-défense du CNAM, il y a de l'enseignement et de la recherche. Et moi, je suis directeur d'études, donc je m'occupe plutôt de recherche. Je fais des conférences, j'écris des textes, je dirige des collections de livres, etc. Voilà ce que je fais. Et qu'est-ce qui vous a conduit à devenir criminologue? Ah ben c'est simple, c'est dans les années 80 du XXe siècle, j'étais à l'Institut d'histoire sociale et à l'époque j'étais le plus jeune et donc il m'avait chargé de collectionner toutes les revues, les journaux, les livres du courant révolutionnaire, c'est-à-dire les gens qu'on appelait les gauchistes, quoi. Alors ça servait à la bibliothèque de l'Institut d'histoire sociale qui constituait des collections de livres, de journaux, de bouquins, de revues, d'articles sur tout ce qui était social, et donc l'extrême gauche du courant social nous intéressait. Et j'ai vu un certain nombre de ces mouvements à travers l'Europe, en Italie avec les Brigades rouges, en Allemagne avec la fraction armée rouge, en Espagne avec les GRAPO, GRAPO. Ces mouvements-là passaient de l'extrême gauche au proto-terrorisme, puis au terrorisme pur et simple. Et donc, en 1982, j'ai écrit un livre qui s'appelait Terrorisme, maintenant la France. Pour être poli, j'avais mis un point d'interrogation, mais c'était sûr qu'on allait y avoir droit. Donc on y a eu droit. Et pour la petite histoire, le livre en question est paru. Et 2 semaines ou 3 semaines après, Carlos, vous vous souvenez, Carlos, bon, a posé une bombe rue Marbeuf à Paris. Et donc ça a assuré involontairement le lancement du livre. Et après ça, le directeur de l'Institut de criminologie, qui à ce moment-là était à la fac de droit Paris 2, Panthéon-Assas, m'a appelé en disant: venez me voir. Ils me disent: mais vous seriez mieux chez nous qu'à l'Institut d'histoire sociale, parce que à l'Institut de criminologie, il faut faire un département spécial sur cette forme de crime qu'on appelle le terrorisme. Et voilà, après ça, je me suis rendu compte avec les éminents professeurs de droit de cette université qu'en réalité, il y avait 2 formes de crimes, ceux qu'on commettait tout seul et ceux qu'on commettait à plusieurs, et que la criminalité à plusieurs, c'était d'une part le terrorisme, aussi le crime organisé, les mafias, les gangs, etc. Donc on a élargi un peu notre focale, et donc depuis, on fait crime organisé et terrorisme. Et justement, depuis les années 80, comment est-ce que vous voyez l'évolution de la sécurité en France? Oh ben ça a énormément changé, vous savez, mais je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux. Quand on n'a pas compris ça, et ce que je vais vous dire maintenant, je le vois et je le lis et je l'entends très peu dans les médias, mais c'est très important. La France a le plus vieil appareil d'État de toute l'Europe, donc du monde. C'est-à-dire que, regardez par exemple l'Allemagne et l'Italie, leur appareil d'État centralisé date du 19e siècle. L'Allemagne s'est constituée en tant que nation après 1870. L'Italie, après avoir mis différents États, dont les Autrichiens dehors, là aussi à la fin du 19e siècle. L'Espagne, l'Italie, pardon, l'Espagne, la Grande-Bretagne, etc., ça date du XVIIe siècle. Nous, sous Philippe le Bel, on avait déjà des bureaucrates qui grattaient des arrêtés, des décrets et tout, et nous avons le plus vieil État-nation du monde. Alors ça, naturellement, impacte directement tout ce qui concerne le régalien, tout ce qui concerne la sécurité, parce que l'apanage absolu d'un État-nation, c'est la seule forme qui permet
d'avoir une armée nationale et une police nationale. Nos amis américains qui ont essayé désespérément pendant 20 ans, avant de se rendre compte que c'était une ânerie, de doter l'Afghanistan, qui est une collection de tribus dans autant de vallées, d'une armée nationale, c'est impossible. Quand il n'y a pas un État-nation centralisé, il ne peut pas y avoir d'armée nationale ni de police nationale. La France étant le plus vieil État-nation du continent européen, donc du monde. Alors il y a eu des grands empires, la Chine, l'Empire ottoman, les Moghols en Inde, etc. Mais l'État-nation spécifique à l'Europe, hein, le premier et le plus ancien, c'est la France. Et donc la France a donc créé tout ce qui touche à l'armée nationale et tout ce qui touche à la police nationale. Songez par exemple que dans la langue allemande, pas un mot en allemand de tout ce qui désigne les choses militaires n'est allemand. Tout le vocabulaire est français, général, infanterie, artillerie, etc. Donc tout est, voilà. Et dans toutes les langues européennes, le mot qui sert à désigner la police, c'est le mot français. Sous Louis XIV, la régence de police, la lieutenance de police, donc du lieutenant général La Reynie, et donc ça a été la première police urbaine moderne. Et à partir de là, dans toutes les langues, c'est police, policia, politia, etc. Donc on a créé toutes les structures régaliennes, elles ont été inventées, initiées en France. C'est pourquoi, maintenant qu'on a posé ça, je vais pouvoir vous répondre. Quand une personne physique ou morale est âgée, et même très âgée, elle est parfois un peu arthritique. Donc nous avons en gros une institution régalienne en France. Le continuum régalien, c'est la police qui arrête les gens ou les gendarmes. Après ça, la justice qui les juge et la pénitentiaire qui les enferme. C'est ça le continuum régalien. Plus, à l'extérieur, bien entendu, l'armée et tout ce qui va avec. Donc, toutes ces institutions en France sont robustes, elles sont de bonne qualité, elles sont peuplées et dirigées par des gens qui, et puis c'est méritoire dans la société où on vit, ne pensent pas qu'au fric, qui vont faire carrière et qui le font un peu au sacrifice simplement par idéal ou par vocation. Et donc, toutes ces structures-là sont bonnes, mais naturellement, comme elles sont à l'intérieur d'un appareil d'État qui est lent et qui est ancien, eh bien, elles réagissent pas toujours très vite. Pourquoi? Parce qu'également, elles manquent de moyens, elles n'ont pas assez de financement pour tout ce qu'elles devraient et tout ce qu'elles pourraient faire. Et donc, en deux mots, les fondements sont bons, mais ça patine un peu du fait du manque de moyens. Et puis aussi, le fait que depuis un certain nombre d'années, de décennies même, la France est dirigée par des gens, toujours, quels qu'ils soient, de la droite libérale, de la gauche modérée, qui ont peur de tout. Donc, à l'idée de donner une pichenette à un moustique, ils ont des battements de cœur. L'idée enfin bref, ils ont la trouille de tout, la trouille de tout. Donc, pour vous dire tout simplement que si quelqu'un un jour arrive au pouvoir, qui arrive à régénérer tout ça, à réveiller la belle endormie qui est l'appareil régalien français, eh bien, ça marchera de nouveau très bien, parce qu'il y a des qualités intrinsèques au peuple français qui le permettent. Mais aujourd'hui, bien entendu, avec des gens qui arrivent au pouvoir en prétendant d'être des Mozart de la finance et puis qui nous mettent à la ruine, des gens qui prétendent qu'ils savent tout mieux que tout le monde, mais qui nous fâchent avec l'Afrique entière, c'est pas terrible. Alors, mais si on regarde les données Ouais. criminelles aujourd'hui, on voit qu'elles sont en augmentation. Données d'ailleurs, collecte de données que vous critiquez, ça on y reviendra. Oui, oui, oui. Mais la violence, quand même, en France, en est augmentation depuis des années et des années. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Alors, ce qui explique le phénomène, c'est que comme nous sommes dirigés par des gens qui ont peur de tout, qui eux-mêmes sont assez corrompus, si vous voulez, de différentes manières, mais corrompus quand même, c'est les Duhamel, les Strauss-Kahn, etc., c'est toujours un peu dans ce marigot-là que ça existe. Donc, ils ne se sentent pas légitimes pour réprimer. Donc, ils ne le font pas. Et la base absolue de la criminologie qui est enfantine, c'est les malfaiteurs ne s'arrêtent que quand on les arrête. Voilà, alors tant qu'on ne les arrête pas, ben, ils continuent. Et puis, comme on les arrête de moins en moins, ben, ils prolifèrent et ils prospèrent. Alors de temps en temps, il y a une espèce de grande crise. Alors il y a comment dire, un
clown, pour être gentil, qui vient faire des déclarations du style: «On va voir ce qu'on va voir, ça sera sans faiblesse» et puis rien ne se passe, quoi. En réalité, vous voyez ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde criminel. Vous voyez, l'augmentation du nombre des homicides entre bandits. Vous voyez l'augmentation du nombre des règlements de compte. Vous voyez à l'heure actuelle l'explosion des braquages de proximité, les bureaux de tabac, les épiceries qui sont braqués pour quelques centaines d'euros. Tout ça a une seule explication, c'est que les bandits n'ont plus peur, ils ne sont plus matés. Et bien entendu, mater les bandits signifie pas rouvrir le goulag. Nous sommes dans un état de droit. Il faut faire les choses en respectant les règles, les normes et les lois. Mais même ça n'est pas fait. Voilà. Donc, là aussi, c'est un proverbe connu de tout le monde qui s'impose, c'est quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Eh bien voilà, c'est ça à l'heure actuelle qui fait que ça remonte. Alors, c'est cyclique, hein, dans les années 80-90, il y a eu plus d'homicides par exemple que maintenant, mais là, ça avait baissé et ça reprend. Tout ça à cause du trafic de stupéfiants. Après, il y a aussi l'aspect de la violence gratuite. Il y a de plus en plus de coups de couteau. Non, c'est pas vraiment violence gratuite, c'est ce que les libéraux, libertaires voudraient nous faire croire. Les 3/4 de ce qu'on appelle violence gratuite, c'est la volonté de marquer son territoire, de montrer qu'on est celui qui est capable de faire mal à l'autre et l'autre n'est pas capable. Tout le monde à l'heure actuelle, y compris Madame Macron, dit ouais, mon mari a quand même mérite le respect. Le respect, c'est une valeur de voyou. Respecter, ça signifie moi je peux te tuer, tu peux pas me tuer, donc tu me dois le respect. Donc cette histoire de respect, eh bien vous l'acquériez en corrigeant les gens qui vous ont défié du regard. Comme tu me regardes, voilà, les histoires de petites racailles comme ça. Et puis à l'étage au-dessus, c'est à coup de couteau. Après ça, c'est la balle dans les jambes pour laisser un souvenir impérissable à l'intéressé. Et puis après ça, c'est l'homicide. Mais c'est ça, en gros, qui se passe, c'est les cycles de violence de la part des malfaiteurs, des bandits, des racailles, des gens qui sont dans des bandes juvéniles ou des bandes d'adultes, provient du fait qu'ils sont laissés à eux-mêmes et que la justice et la police française ne leur font plus peur. Vous voulez dire qu'il y a aussi un aspect de sécession territoriale? Non, c'est pas, ça pourrait s'arrêter du jour au lendemain. On n'est pas, c'est pas la guerre de sécession. La guerre de sécession aux États-Unis, rappelez-vous, ça fait quand même 600 à 700 000 morts, quoi. Donc on est ne pas utiliser de termes excessifs. Mais effectivement, il y a sur le territoire français des zones hors contrôle, c'est-à-dire des zones où la police ne vient que irrégulièrement et toujours sous forme d'opération coup de poing, mais en temps ordinaire, au jour le jour, ces quartiers sont sous la coupe à la fois de bandes de voyous et puis de gens qui essayent d'imposer la volonté de la mosquée du coin, une sorte de police religieuse, si vous voulez, invisible. C'est-à-dire, naturellement, c'est pas comme en Arabie Saoudite, ils sont pas en uniforme. Enfin, même maintenant en Arabie Saoudite, les Moutawef, là, ils ont été dissous. Donc voilà, il n'y a plus de gens dans la rue pour vous dire prayer time et puis vous imposer d'aller faire la prière. Mais dans certains quartiers français, oui. Pour les femmes qui se promènent en jupe, pour etc. Tu te conduis comme une pute, etc. Voilà, il y a une espèce d'ordre moral qui s'est installé dans ces quartiers où la police ou la gendarmerie ne vont plus que rarement et irrégulièrement. Pourquoi? Parce que c'est toujours en France une élection au coin de la rue, alors le préfet convoque le commissaire, donc vous savez, c'est pas la peine de mettre le bazar, contourner, voyez, pas les provoquer parce que les petits lascars, ils ont compris. D'abord, ils envoient des mineurs, non pas pour des violences gratuites, mais les mineurs, quand vous les envoyez à la castagne, vous les aguerrissez. Après ça, ils savent repérer les flics de loin, ils savent résister à la police, ils savent ce qui est très important dans le milieu, en argot, on dit savoir s'arracher, c'est-à-dire disparaître vite avant que les policiers puissent vous attraper. Donc quand vous savez repérer les voitures banalisées de loin, quand vous savez vous arracher, vous avez les bases de ce qu'il faut plus tard pour devenir un bandit de qualité, quoi. Donc ils aguerrissent leurs futures troupes en les lançant dans des espèces d'émeutes. Alors quand il y a une émeute, le commissaire est convoqué chez le préfet. Naturellement, tout cela ne laisse aucune trace écrite, on ne s'envoie pas de mail ou de lettre
pour que ça reste discret. Mais c'est machin, je vous avais dit de ne pas aller dans ce quartier-là, vous avez vu ce qui se passe à chaque fois. Je me suis fait engueuler par le ministère de l'Intérieur, arrêtez un peu, ouais, tenez-vous tranquille. Et voilà, il y a des élections dans 3 mois. Alors, il y a toujours des élections ou un motif quelconque. C'est jamais le moment d'aller faire de la répression dans ces quartiers-là. Résultat, eh bien, il est simple. En août 1983, le président Mitterrand avait été à Vénissieux, dans un quartier, une zone hors contrôle qui s'appelle les Minguettes. Voilà. Alors, il avait été apaiser les choses, c'était, vous savez, la marche des beurs, etc. Il y avait les petits issus de l'immigration qui s'agitaient un peu. Eh bien, c'était il y a 42 ans, hein, 43, et donc la semaine dernière, il y a encore eu des voyous qui se sont entretués aux Minguettes. Rien n'a changé. Rien n'a progressé en matière de contrôle de ces quartiers depuis 43 ans. Et même c'était en août 1983, ça. Quelques semaines auparavant, en juillet, le secrétaire général de l'Élysée avait retransmis à François Mitterrand une note. On l'a, la note, elle est datée du 17 juillet, en disant « Attention, il y a des quartiers quand même, ça s'échauffe un peu, il faudrait qu'on fasse attention ». Bien entendu, comme c'était des socialistes, ils ont créé une structure comment dire, de régénération sociale des quartiers. Qu'est-ce que font les socialistes? Ben, ils font du social, ils en font depuis 43 ans avec le succès qu'on voit. Et à l'époque, donc le secrétaire général de l'Élysée avait dit les quartiers problématiques, j'en compte 22. Il y en avait 22 en France. 42 ans après, en France, il y en a 1400. Enfin, vous vous rendez compte? Qu'est-ce que c'est que cette politique de la ville? Vous avez votre petite dernière, elle a 38,5, vous l'amenez chez le médecin en disant elle a la fièvre, 3 jours après, elle a 40 et le médecin dit voilà, c'est bon, elle est guérie. Vous prenez la petite et vous l'amenez chez un autre médecin. Ben non, c'est toujours les mêmes zigotos qui s'occupent de ça avec des résultats mais effroyables. Alors justement, Bruno Retailleau, en restant sur le sujet, parlait d'état narcotrafic. Est-ce qu'on est réellement dans un état de narcotrafic? Non, c'est pas. C'est-à-dire que après avoir ignoré ces sujets-là pendant 40 ans, les moins, comment dire, aveugles des dirigeants politiques s'aperçoivent de la réalité et donc s'affolent. Alors, la France n'est pas un narco-État. La France, à un moment donné, on a parlé de mexicanisation aussi. Où ils savent, les pauvres qui parlent de ça, ils n'ont jamais vu le Mexique, quoi. Moi, je connais les criminologues qui font leur boulot, ils vont sur le terrain. Donc, j'ai été au Mexique. Alors voilà, le Mexique, c'est 30 000 assassinats par an. En France, c'est un petit millier, hein. Donc, le Mexique, ça doit faire 120 millions d'habitants, donc c'est, disons, si on avait autant d'homicides en France qu'au Mexique, il devrait y en avoir 15 000, 18 000, il y en a 15 fois moins, hein, d'une part. Et puis deuxièmement, les grands cartels mexicains possèdent des armes lourdes qui permettent d'abattre des hélicoptères en vol et ont développé leur propre régiment de blindés. Alors, on n'en est quand même pas encore là dans la Seine-Saint-Denis, quoi. Même dans les pires endroits, ils ont 2-3 calaches. Donc, tout ça provient d'un affolement. Ah mon Dieu, où est-ce qu'on en est? Parce qu'on a oublié tous ces phénomènes-là pendant 40 ans, alors maintenant ils se réveillent. Ben, c'est un réveil pénible. Mais je vous prédis et je vous dis la chose suivante, la police en France, c'est 150 000 personnes, la gendarmerie, c'est 120 000, la sécurité privée, c'est 120 000. Il y a de quoi mettre tout ça au calme rapidement si on donne les consignes et les ordres nécessaires. Il ne faut pas uniquement aller à la télé en disant l'ordre républicain sera maintenu sans faiblesse et plus de zones de non-droit, les quartiers perdus de la République. On entend ça depuis Chirac, quoi. Mais ils font rien. C'est-à-dire qu'ils parlent et puis une fois qu'ils ont parlé du truc à la télé, ils rentrent dormir chez eux. Alors évidemment, sur le terrain, quand le chat n'est pas là et toujours pas là, les souris continuent de danser. C'est aussi bête. Mais Napoléon disait la guerre est un art simple et tout d'exécution. C'est pas, en matière militaire, c'est facile de dire qu'on va conquérir la colline. Après ça, il faut le faire, quoi. Mais dans ce cas-là, il faudrait faire quoi? Du contrôle policier constant, c'est-à-dire laisser les Non, policiers occuper la zone? il suffit pour rétablir 70% de l'ordre en France, il suffit d'appliquer le code pénal tel qu'il est aujourd'hui.
Je ne me lasse pas de donner l'exemple suivant. Il y a eu en fin juin 2023, début juillet 2023, des émeutes en France. Selon les sources même de la police, à peu près 6 sur 10 des individus impliqués dans ces émeutes-là étaient des mineurs. Bon, OK, des mineurs. Les mineurs orphelins sont une minorité, c'est-à-dire que 9 sur 10 des mineurs, ils ont des parents. Ils ont des parents biologiques, ils ont des parents adoptifs ou ils ont un tuteur. Si on prend ces trois-là, ça fait 95% de tous les mineurs existants sur le territoire français. Il existe dans le code pénal, le présent code pénal, là on arrête l'interview, on va chez Dalloz, on achète le bouquin, je vous le montre tout de suite. L'article 227-17 du code pénal dispose que tout parent, biologique ou autre, qui a la responsabilité d'un enfant mineur et qui le met en danger physique ou moral est passible de 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende. Vous croyez que traîner à 3 heures du matin sur des lieux de deal, ceux qui traînent à 3 heures du matin à 15 ans sur les lieux de deal de Marseille, en 2023, il y a eu 49 homicides, dont 17 mineurs quand même. Voilà. Qu'est-ce qu'ils foutaient là, hein, d'une part. Alors, danger physique, c'est-à-dire les policiers, quand on leur tire dessus à la fin, ils peuvent répliquer, ou moral, c'est-à-dire avec des vendeurs de drogue ou des gens comme ça. Il n'y a aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, pas un individu en France qui est en prison de chef d'inculpation. Alors à chaque fois, M. Retailleau ou d'autres disent, bon, on va faire des nouvelles lois, mais ils ne les appliquent pas. Quand on crée des nouvelles lois, on complique le travail des magistrats, rien de plus. On les met dans une situation impossible. Et là aussi, je donne toujours un exemple concret et précis. Tout magistrat, tous, il y a 6000 et quelques magistrats en France actifs, il y en a qui sont détachés à droite à gauche, mais actifs, il y en a 6000, ils ont tous sur leur bureau un livre rouge qui est la nomenclature de toutes les incriminations possibles. Que vous ayez tiré la langue à un gardien de la paix ou coupé votre grand-mère en 14 morceaux, vous avez tout dedans, voilà. Sur toutes les formes de criminalité possibles, atteinte à l'environnement, criminalité en col blanc, c'est-à-dire les banquiers qui font des carabistouilles, ou ce qu'on appelle délinquance de voie publique. Voilà, vous avez tout là-dedans. C'est-à-dire que dans le droit français, vous avez à la louche quelques centaines de crimes. Alors, il y a 2 ou 3 lectures possibles, donc on va dire 600 crimes. Il y a 8000 délits et 6000 contraventions. Tout est dans le bouquin en question. Le bouquin est revu, révisé et envoyé aux magistrats à peu près tous les 4 ou 5 ans. Il y avait celui de 2017, il faisait 1500 pages. Celui de 2023, il fait 2200 pages. Il a pratiquement doublé de volume. Les magistrats en question, il n'y en a pas un de plus, ils n'ont pas une secrétaire de plus, ils n'ont pas une photocopieuse de plus. Comment l'Assemblée nationale peut-elle sans arrêt balancer des lois nouvelles simplement pour dire on a fait quelque chose, mais les hauts fonctionnaires, les élus et les gens des cabinets ministériels savent très bien qu'ils font des lois qui sont faites pour amuser la galerie et qui restent lettres mortes. Alors qu'on arrête de créer. L'autre jour, j'étais sur une télé, ils me disent « Oui, mais alors, M. Retailleau veut faire ceci, alors on va faire une loi. » Comment une de plus? C'est une histoire de fou. Sur les affaires de terroristes, chaque fois qu'il y avait une bombe, boum, une loi nouvelle. Alors, à la fin, il y a eu un tel empilage que dans la collection de livres que je dirige, il a fallu qu'un jeune et brillant juriste pénaliste écrive un livre entier qui fait 400 pages pour expliquer comment les diverses lois pouvaient fonctionner les unes avec les autres, si tant est qu'elles le puissent, hein, parce que des fois, il y a des contradictions. Alors, imaginez les avocats, ils se régalent, quoi. Voilà, donc on en est là. On fait des lois qui s'empilent mais qui servent à rien. Eh bien, pour rétablir l'ordre, il faut et il suffit d'assigner à la justice et à la police des priorités, ça, on le peut très bien, et de dire, ceux-là, je ne veux plus les voir dans la rue. Voilà, parce que quand on met les gens en prison, non seulement ça peut, pas toujours, mais ça peut leur foutre la trouille et faire en sorte qu'ils récidivent plus, et deuxièmement, quand un individu dangereux est en prison pour 3 ans, eh bien, ça fait 3 ans où il ne commet plus de crimes dans la rue, quoi. Je crois que ce n'est pas la peine d'être sorti de Polytechnique pour comprendre ça, hein. Voilà, donc
Ça n'est plus fait. On n'a plus de place en prison. Non, mais on n'a plus de place parce que la moitié des gens qui sont dans les prisons n'ont rien à y foutre. Et ne serait-ce qu'une chose, à l'heure actuelle, on dit oui, mais il n'y a plus de place. Alors, monsieur Macron a dit, quand il est arrivé en 2018, au printemps 2018, il a été à l'École nationale de l'administration pénitentiaire et il a dit les yeux dans les yeux. On est dirigé par des menteurs quand même, parce qu'il ne pouvait pas ne pas le savoir. Il a dit 15 000 places de prison nouvelles. Combien y a-t-il d'étrangers dans les prisons françaises aujourd'hui? Il y a à la louche 63 000 places, il y a 17 000 étrangers. Eh bien, on les renvoie chez eux, on a 17 000 places tout de suite, vous comprenez? Alors oui, mais les malheureux, comprenez, alors lui, il est bisexuel, donc si jamais il retourne, je sais pas, au Tanganyika, alors il va être persécuté. On s'en fout, il n'avait pas commettre de crime en France, il ne serait pas renvoyé chez lui. Commençons par vous nous préoccuper des victimes et pas du sort hypothétique d'un voyou, d'un bandit qui ne veut pas retourner chez lui parce que son orientation libidinale ne plaît pas à tel ou tel ayatollah. Il n'avait qu'à pas commencer à faire de crime, il serait en France, voilà. Évidemment, mais il y a aussi des pays qui refusent aujourd'hui de reprendre leurs criminels. Je pense au cas algérien, là, récemment, avec le blogueur. Ils ont juste refusé de le reprendre. Alors, c'est un... Comment dire? C'est un cas particulier qui se fonde sur une loi générale. Les dirigeants français ne savent plus parler aux Africains, du tout. Il se trouve que j'ai eu énormément, évidemment, dans l'enseignement supérieur, vous avez des étudiants français et puis ceux qui sont francophones. À un moment donné, pour parler simplement des Algériens, la première fois où Macron a été en Algérie, il a commencé à se rouler par terre, à dire la colonisation, le génocide, mon Dieu, mais quelle horreur, etc. Le soir même, il y a, dans le domaine sécuritaire, un des principaux personnage de l'Algérie qui joue un rôle éminent, c'est un ancien étudiant à moi. Je l'ai eu comme étudiant la première année où j'étais prof à l'Institut de criminologie. Donc maintenant, cet homme a une cinquantaine d'années, et puis c'est tout en haut de la hiérarchie. Hein. C'est un copain, quoi. Il vient me voir quand il est à Paris, etc. Il me téléphone en disant « Mais il est fou, Macron, on lui a jamais demandé ça. » Mais pourquoi il parle de ces histoires de colonisation? Et après ça, cet important personnage algérien me dit « Chez nous, la moitié de la population, il a moins de 30 ans, et la guerre d'indépendance, il ne sait même pas ce que c'est. Ce qu'ils veulent, c'est des jobs et puis des visas. Le reste, ils s'en foutent comme de l'an 40. » Et donc, il arrive ici, il commence à dire « Mais quelle horreur, etc. » Donc, soit M. Macron en fait trop, soit des fois, il n'en fait pas assez. Après ça, il descend au Burkina Faso, et puis, il donne une conférence de presse avec le Premier ministre, et comme c'est un pays africain, donc de la zone sahélienne, il fait chaud, et donc il faisait trop chaud dans la pièce, donc tous les journalistes étaient en train de suffoquer un peu, et Macron se retourne vers le Premier ministre en disant « Vous ne pouvez pas aller réparer la clim, là, il fait un peu chaud ». Il le traite comme un loufia, quoi. Alors des fois, il se roule par terre, des fois, il traite les gens comme des loufias, c'est pas la première fois. Hein. Donc, il est toujours en porte-à-faux, et donc il s'est fait détester par l'Afrique entière, et dans ces conditions-là, on ne peut plus rien obtenir d'eux. Voilà. Alors, si on veut, je veux dire, il y a des gens, on n'est pas obligé de les aimer, mais il faut fixer des règles au départ. Je connais aussi bien la Turquie, j'ai été, voilà, Erdogan, comme les Algériens, on dit ça c'est possible, ça c'est pas possible, ça c'est oui, ça c'est non, vous voulez quoi, ça c'est oui, ça c'est non, nous on veut quoi, ça c'est oui. Et puis on y arrive, on y est arrivé dans le passé, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas pour l'instant. Mais à l'heure actuelle, à force d'être sans arrêt, vous comprenez, ce qui exaspère les peuples en question, c'est qu'on n'arrête pas de leur donner des leçons de morale. C'est pas bien de faire ci, c'est pas... Ok, ils n'ont pas 4 ans, quoi. Ils sont indépendants maintenant. Alors, c'est pas comme ça qu'il faut les traiter. Il faut dire, oui, là, c'est moi ce que je veux maintenant, c'est que vous repreniez vos zèbres, là, ça, on va pas les garder. Donc, alors, nous, ce qu'on vous propose, c'est carotte, bâton. Alors, bâton, c'est plus de visa, plus de ceci, plus de cela. Le virement d'argent, chez vous, ça va devenir très compliqué. Vous savez, à un moment donné, on ne voulait plus des voitures japonaises en France, sous Mitterrand au début, dans les années 80-90. Alors, c'est simple, le dédouanement des voitures japonaises, ils ont pris 2 fonctionnaires à 2 années de la retraite,
ils les ont installés à Cricbeuf-le-Petit dans un bureau où il y avait des feuilles de papier et puis un crayon, et ils leur ont fait dédouaner les voitures. Donc ils ont dédouané à peu près une par semaine. Résultat, les Japonais ont vite compris, eh ben, on fait pareil pour les Algériens. On dit: «Ah mais non, mais la loi elle est, mais là on a des problèmes de personnel, donc vous voyez, on va affecter mamie là, qui va pas la vue extrêmement acérée, donc c'est elle qui va signer les papiers, et cetera, quand elle aura le temps, parce qu'elle a aussi le jardinage, tout ça et tout». Donc on peut arriver à se faire, obéir par les gens, par la contrainte. Et puis, c'est carotte-bâton, quoi. Mais en réalité, c'est simple. L'école réaliste de diplomatie, les pays n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Eh ben, nous, on a un intérêt, on le fait valoir, et puis s'il faut un peu tordre le bras de celui qui veut pas faire ceci, ben, on le fait, si on a les moyens de le faire. Et puis, au lieu de se dire, oui, mais il va pas vouloir, ça, c'est une mentalité d'impuissant, quoi. Pardon. Tout à l'heure, on parlait des mineurs. Aujourd'hui, les narcotrafiquants utilisent beaucoup les mineurs et aussi les étrangers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un changement dans, si je puis dire, les employés de ces narcotrafiquants. C'est simple. Les malfaiteurs, même la famille mafieuse de Palerme Centre, qui est à peu près la Rolls-Royce en matière de crimes organisés séculaires, quoi. Donc même ces familles mafieuses séculaires qui ont d'immenses moyens pour tuer, d'immenses moyens pour corrompre, d'immenses moyens pour tromper ses adversaires, ne peuvent pas tenir tête à un appareil d'État moderne. Aucune bande en France ne peut tenir tête à 150 000 policiers, 120 000 gendarmes. C'est pas possible. 8 000 magistrats, etc. Donc, la vie des bandits est régie par un principe enfantin qui est l'effet de déplacement. Quand ça devient trop chaud à un endroit, je vais ailleurs, et quand je ne peux pas faire ceci, je fais cela. Et le déplacement, il joue dans l'espace, c'est-à-dire j'avais un point de deal à tel endroit, ben, je vais le mettre 2 rues plus loin, ou il joue dans le temps. Quand il y a eu le Covid, eh bien, les bandits ne pouvaient plus faire de deal dans les rues parce que les rues étaient vides, et que quand on est toute seule sous les caméras de surveillance, ça, pour la sécurité, ça pose un problème, quoi. Donc ils ont attendu et ils ont mis les bouchées doubles 3 semaines ou 1 mois après. Donc vous dites: «Oui, mais il y a ceci». Toujours les bandits, c'est leur manière, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ne peuvent pas affronter de face l'appareil d'État. Donc ils font jouer l'effet de déplacement. Mais on le sait, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, si dans la formation des commissaires de police et des officiers, de la gendarmerie nationale, il y avait plus de criminologie et moins de leçons sur toute l'attention qu'on doit aux individus qui ont une libido un peu anormale par rapport à la majorité de la population, eh bien, ça irait mieux, parce qu'à l'heure actuelle, les officiers de police et les gendarmes savent beaucoup moins comment réagit le milieu criminel. Alors justement, en parlant du milieu criminel, vous parlez beaucoup de collusion qui existe entre le milieu politique et le milieu criminel. Est-ce que vous pourriez développer davantage là-dessus? Est-ce qu'il y a vraiment des amitiés entre criminels? Est-ce qu'il y a des liens, en tout cas, entre certains politiques et le milieu criminel? Alors tout ça tient à l'existence des quartiers hors contrôle. C'est un sous-effet de l'existence des quartiers hors contrôle. Quand vous avez un quartier qui est, c'est pas moi, hein, on appelle quartier perdu de la République, et officiellement dans le vocabulaire de la politique de la ville, la fameuse politique de la ville, là, l'échec le plus sanglant et le plus cuisant de la Ve République depuis 40 et quelques années, dans son vocabulaire lui-même, on parle quartier de reconquête républicaine. S'il faut les reconquérir, là aussi, un enfant de 4 ans comprend que d'abord, ils ont été perdus, quoi. Alors, quand vous avez des quartiers comme ça, eh bien, les gens, même s'ils sont sous le contrôle de l'imam machin ou du caïd truc, ils sont quand même en France. Un nombre important d'entre eux votent. Alors, vous allez vous rapprocher du maire, plus du maire d'ailleurs que du député, et vous allez lui faire des avances du style je fais voter pour toi et puis tu me fous la paix ensuite. Voilà, on a vu ça fréquemment. Il n'y a pas si longtemps de ça, une fille d'un dignitaire socialiste de Marseille, qui était élue dans les quartiers nord, a été envoyée en prison, et Dieu sait si aujourd'hui, pour aller en prison en France, il faut en avoir fait des tonnes, hein. C'est vraiment au bout du compte qu'on vous y envoie. Elle a été envoyée en prison
parce que pendant des années, elle faisait subventionner par la politique de la ville, du département ou de la région ou de la ville, des associations complètement bidons. En connaissance de cause, elle savait que les associations étaient pilotées par des caïds et des voyous, et en échange de quoi, les caïds et les voyous amenaient les gens à aller voter le jour en disant: «Voilà, c'est pour elle qu'il faut voter», et voilà, ça s'appelle, dans le langage, du méditerranéen, on appelle les nervis, c'est-à-dire des voyous au service de la politique. Eh bien, la politique à laquelle on assiste, c'est une politique de nervis, c'est aussi simple que ça. Comment vous analysez le rapport qu'il y a entre ces jeunes de quartier ou la population française en règle générale avec la police? Il y a de l'évitement, surtout, c'est-à-dire qu'ils essayent de pas trop se frotter les uns aux autres, en général pour la majorité. Et puis pour une petite minorité, il y a le fait qu'on les défie parce qu'il y a des grands, qui nous demandent de le faire, et que les grands qui nous demandent de le faire, notre fortune future dépend d'eux et non pas de monsieur Bayrou ou de quiconque d'autre. Voilà. Alors on leur dit, «Il ne faut pas qu'ils restent dans le quartier, vous les virez», donc ils jettent des cailloux, ils tirent des mortiers, et puis ils font en sorte que les policiers, partent ailleurs, quoi. C'est ça, mais ça concerne une minorité et toujours dans, les métastases de cette désastreuse et durable, 42 ans, politique de la ville. Et en même temps, il y a des tensions qui existent. Bah, on parlait tout à l'heure de l'affaire Maël, mais il y a ça crée des tensions dans les rapports qu'il peut y avoir aussi dans la police et les jeunes de quartier, ce genre d'événement. Effectivement, ça c'est si vous recevez des cailloux sur la figure, vous n'êtes pas obligé de bien le prendre, hein. Donc oui, mais on en revient toujours au même endroit. S'il n'y avait pas ces quartiers-là, il n'y aurait pas les tensions en question. Mais Voilà, qui sont soutenus par naturellement, les farfelus de la France insoumise, et qui disent: «Oui, mais quand même les jeunes, machin et cetera». Tu parles quoi, c'est simplement des voyous, et il faut, pour éviter qu'ils soient rejoints par d'autres voyous, il faut faire des exemples en prenant ceux qui sont vraiment, en dehors, de toutes les lois, toutes les règles et toutes les normes, et puis de les envoyer réfléchir quelque temps en tôle. Après ça calme les autres, hein. vous pensez que les policiers ont peu de moyens d'action? Mais non, ils sont, soumis aux diktats, ils ont le droit de rien faire si vous voulez. Alors maintenant, vous prenez, quelqu'un de votre taille et de votre poids, mais vous êtes obligé de boxer avec une main derrière le dos, vous allez voir si c'est facile. Donc la police est littéralement, privée de l'usage de ses armes, parce que chaque fois que quelqu'un tire une arme de son étui, c'est l'inspection générale, c'est les machins, c'est les trucs. Alors OK, bon, ils ont compris, vous voulez plus d'affaires Malik Oussekine, c'est-à-dire un jeune qui avait pris une baffe, et comme il était cardiaque, il était mort dans une manifestation, dans le début des années Chirac, hein. Et donc ça s'est passé à la suite de quoi? Du fait que c'est retrait du percuteur, bon, bah, très bien, on vous laisse, pas de problème, bah, on recule, voilà. Et donc bien souvent dans les quartiers, quand il y a eu les émeutes, la police avait ordre de reculer, de laisser tout cramer, hein, mais simplement pour ne pas être affronté avec, les jeunes. Alors dans ces conditions-là, le fait d'espérer qu'ils vont se calmer parce qu'on est gentil avec eux et qu'on va les arroser de subventions bidons, comprenez, c'est un espoir, moi je leur dis tout de suite à ceux qui pensent ça, qu'ils se trompent quoi, parce que Mais qui fait la loi alors dans ce genre de quartier? et je vous l'ai dit, c'est les caïds d'une part et les imams. Voilà. Le dosage est différent, mais vous comprenez, ce sont des quartiers où il y a des grandes familles qui vivent, des clans, des familles claniques avec des dizaines d'oncles, de tantes, de cousins, de machins, et cetera. Donc dans le clan, il y en a un qui fait caïd et qui a le point de deal, l'autre qui fait imam, et donc ils se partagent les sujets et puis, les troupes en fonction de ça. C'est souvent le cas. C'est-à-dire, ils se partagent les troupes. Ah bah, c'est-à-dire qu'il y a toujours vous avez vu, chaque fois on rentre dans ces quartiers, il y a une meute de 20, 30, 40 individus juvéniles qui se rassemblent et qui commencent à tout casser, à virer les flics. C'est ça, dont je parle. C'est ces espèces de meutes-là. Et quelle est la troupe de l'imam alors? Ce serait quoi Ben, là? ça dépend des circonstances. Si jamais, il faut défiler en criant «Palestine vaincra», ou si jamais il faut, chasser les poulets en jetant des cailloux, mais en gros, c'est toujours les mêmes. C'est une instrumentalisation des deux côtés, c'est ça? Non, c'est une cogestion. Et pourtant, c'est aussi ceux qui font vivre cette espèce d'écosystème financier. Bah, évidemment, comment voulez-vous
quand vous avez une cité, hein, les quartiers nord de Marseille, dans la réalité des choses, les commerces ferment parce qu'ils sont braqués toutes les 5 minutes ou alors ils se font tirer dessus et la clientèle vient plus. Les autobus font demi-tour 2 stations avant la cité parce qu'ils se font caillasser ou tirer dessus. Plus personne ne peut traverser la cité. Les corbillards, surtout les corbillards sur lesquels il y a une croix, sont caillassés dès qu'ils approchent. Il y a la carte en France, la vraie carte des quartiers sensibles, comme diraient les prudes jeunes filles du Monde ou de Libération, mais en réalité les zones hors contrôle. La carte la plus intéressante, c'est dans tous les bureaux de poste, pas loin d'un quartier sensible, c'est les rues où on ne va pas, punaisées sur le mur, en disant « Attends, je vais faire mon courrier, mais t'es dingue, tu ne vas pas dans cette rue-là, attends, la dernière fois, on s'est tout fait voler, etc. » Donc il y a de facto des endroits où, comme le dirait pompeusement M. Darmanin, la République n'existe plus et tout, et ben dans ces quartiers-là, c'est eux qui font la loi, quoi. C'est simple. Et ils font la loi, ça veut dire que, pour employer une formule philosophique, d'ordinaire et le plus souvent, c'est eux qui dirigent la cité. C'est eux qui disent qui a le droit de rentrer, c'est eux qui surveillent. Et dans certains coins, dans des quartiers à Rennes, il faut que les employés municipaux montrent leur carte municipale, c'est-à-dire employés municipaux, pour avoir le droit de vider les poubelles. Il y a certains quartiers où mais là aussi, je ne parle pas à la légère, j'ai des preuves de tout ce que je vous dis là, j'en ai les preuves. Des quartiers, par exemple à Nantes, où la distribution du courrier et le vidage des ordures se fait en fonction de l'heure où les dealers vont se réveiller pour vendre, pour pas le déranger, les chers petits, et plutôt faire les choses quand ils sont pas là que quand ils sont là. Donc il y a des arrangements dans ces quartiers-là entre l'administration, entre l'action municipale, vider les poubelles, distribuer le courrier, les choses très bêtes, en fonction du gang local. Et quand ça se passe mal, eh bien, il y a quelques mois de ça, au centre même de Marseille, on ne parle pas des quartiers nord, au centre même de Marseille, il y a un dispensaire pour malades mentaux, pour les psys, hein, voilà, qui a été obligé de fermer parce que ça dérangeait les dealers. Mais là, on parle de Rennes, de Nantes, Paris, c'est des grandes métropoles. Comment vous expliquez que ce phénomène puisse aussi aujourd'hui toucher des petits villages? Eh bien, c'est les Jeux Olympiques. Depuis 2022 à peu près, on a pris tous les migrants, tous les clandestins, tous les mineurs isolés, machin. Alors, les mineurs étrangers isolés ou les mineurs non accompagnés, vous savez, il y avait un obscur philosophe qui s'appelait Lichtenberg, qui était un disciple d'Emmanuel Kant, donc allemand, comme beaucoup de philosophes, et qui est passé à la postérité pour avoir inventé la boutade suivante. Il parlait du couteau sans lame dont on a retiré le manche. Vous voyez, ben voilà, donc les mineurs non accompagnés, c'est le couteau sans lame dont on a retiré le manche, parce qu'ils sont ni mineurs, ni non accompagnés, ils sont toujours en meute et ils ont 30, des fois 30 ans. Donc ce sont des sottises dont on nous abreuve, mais les individus en question, évidemment, ils sont dans les quartiers en question et puis ils agissent, quoi. Et ils sont instrumentalisés tout de suite par des trafiquants en place, c'est ça? Bah, évidemment, parce qu'il faut bien recruter des gens pour faire les petits boulots. Alors, les petits boulots, bah, ça consiste à le chouf, là, les mecs qui guettent et qui crient quand la police arrive, c'est ceux à qui on remet des paquets qui vont approvisionner en flux tendu les points de deal. On ne peut pas livrer la marchandise de toute la journée parce que si les keufs arrivent, vous faites tout piquer. Donc, toutes les heures, on vient vous en apporter un peu et puis on sort l'argent de manière que là aussi. Donc, il y a toutes sortes de petits boulots, de logistique, si vous voulez, qui sont accomplis par ceux qui ne risquent pas grand-chose, c'est-à-dire ceux qui, de toute manière, ne devraient pas être chez nous. Donc, qu'est-ce qu'ils risquent, hein? Ils risquent d'être mis en quartier de rétention, mais s'ils sont mineurs, pas. Et puis, même s'ils sont français, s'ils sont mineurs, ils risquent rien. La sinistre Madame Taubira a fait en sorte que les mineurs soient intouchables. Ok, bah, ils donnent les jobs un peu sensibles à faire à des mineurs, et y compris maintenant le fait d'assassiner des gens. Pardon. Dans la prolifération de la drogue, Oui. il y a aussi de plus en plus de monsieur, madame, tout le monde qui se mettent
à devenir des trafiquants de drogue, à livrer de la drogue comme ça chez des consommateurs et autres. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui des gens lambda, je parle pas du tout de gens potentiellement criminels, mais à avoir cette attitude criminelle? Bah, d'une part, c'est qu'ils sont dans les quartiers en question ou à côté, hein, là, au plus près, et puis qu'il y a des gens qui leur proposent, c'est les nourrices. C'est-à-dire, par exemple, quand vous avez de la drogue quelque part, vous avez une mamie qui a 800 € de retraite par mois pour vivre et à qui le loyer en coûte 500, donc le reste du temps, elle mange des boîtes de canigou à peu près, et donc il y a des gens qui viennent lui dire: «Mamie, voilà, on te donnera 500 € de plus par mois et tu gardes des trucs chez toi». Qui va se méfier d'une mamie? Voilà, donc d'une part, il y a des questions d'argent et puis deuxièmement, parce que essentiellement, le milieu criminel ne fonctionne que majoritairement que par 2 armes qui sont à sa disposition et qui ne sont pas à la disposition des gens honnêtes, c'est la corruption et l'intimidation. Alors l'intimidation, ça consiste à aller voir un type et à lui dire les yeux dans les yeux: «On sait où tes enfants vont à l'école», et puis la corruption, ça consiste à donner 500 € à mamie pour qu'elle garde la dope, et puis l'un ou l'autre, ça peut être des gens, comment dire? Parfaitement, anodins dans la vie de tous les jours. C'est pas forcément Al Capone, hein. Voilà, c'est bête. Vous avez des quartiers. Dans les quartiers en question, il se passe toutes sortes de choses illicites. À la fin, l'illicite finit par l'emporter, à gagner tout le monde. C'est-à-dire des gens qui sont berrichons, simplement ils sont concierges d'un immeuble. Alors dans la cave de l'immeuble, il se passe des choses, donc soit on l'intimide, soit on le corrompt. Vous voyez, c'est ça. Et on parlait d'armes. Comment est-ce qu'aujourd'hui, ces trafiquants arrivent à s'armer? Comment est-ce que des armes peuvent finir par tomber dans effectivement, dans des cités, dans des quartiers? Alors là, on monte dans votre voiture, dans un quart d'heure, je vous fournis, enfin non, une demi-heure vu les embouteillages parce que vu l'heure, dans une demi-heure, je vous trouve une calage, c'est pas compliqué, quoi. C'est aussi simple que ça que de trouver aujourd'hui une Ah ouais? arme d'assaut. Oui, oui, oui. Bah oui. Heu, Et d'où elles viennent ces armes? Parce qu'il faut bah, bien qu'elles viennent de quelque part elles, pour, viennent du continent africain, vous savez, parmi les choses astucieuses, les adultes sont censés, quand ils agissent, envisager la conséquence de leurs actes. Voilà. Alors, je vais, boire comme un trou, mais après ça, si je rentre en voiture, je risque de me percuter un platane ou quoi que ce soit. Non, on est dirigé par des gens qui n'envisagent pas la conséquence de leurs actes. Résultat, à un moment donné, monsieur Sarkozy et monsieur Cameron en Angleterre, qui auraient mieux fait de faire autre chose, ont, dézingué, Kadhafi. Si vous voulez, Kadhafi, j'envisagerais pas franchement d'en faire mon gendre, si vous voulez, mais c'est quand même, il fallait réfléchir aux conséquences. Kadhafi tenait ensemble un bidule qui est tout sauf un État-nation. On a dit qu'il y avait des États-nations, ben là, c'en est pas, c'est une mosaïque de tribus. Alors il tenait la mosaïque en question et il avait des stocks d'armes importants pour se défendre, contre ses ennemis parce qu'il était un peu paranoïaque. Alors il imaginait avoir des ennemis partout, donc il avait des stocks d'armes. On détruit les casernes, on détruit les bâtiments. Comment voulez-vous que les gens viennent pas récupérer les armes et les vendre après? Alors vous avez vu la Libye, moi je suis, de mes ma maison de vacances, c'est tout à fait au bout du Péloponnèse en bas, c'est 300 kilomètres au-dessus de la Tripolitaine. Vous traversez la Méditerranée, une journée, vous ramenez tout ce que vous voulez. il y a aussi l'Ukraine maintenant? Pardon? Il y a aussi l'Ukraine maintenant? Ouais, alors ça, c'est nouveau, mais on le voit parce que jusqu'à une date très récente, c'est-à-dire jusqu'à 2024, quand on ramassait des armes de guerre ou qu'on ramassait des étuis, des douilles, d'armes de guerre, c'était 7,62 calibre du pacte de Varsovie, Kalachnikov, hein, voilà. Et maintenant, là, au moment où je vous parle, depuis, quelques semaines, on commence à trouver, par terre, quand l'idéal quand vous, alors je vais vous apprendre à tuer les gens proprement. Si vous servez d'une arme automatique, vous essayez de récupérer les étuis par terre parce qu'ils parlent, hein, donc mais on peut pas avec un truc qui éjecte, la Kalachnikov, vous avez un chargeur de 30 bastos, ça s'éjecte à une vitesse, vous n'allez pas les ramasser sous les voitures et cetera. Donc les policiers ramassent très souvent des étuis et donc les étuis en question, ça commence à être du 5,56, c'est-à-dire du calibre OTAN.
le calibre OTAN, il n'existe pas en Libye, il n'existe pas dans les Balkans. Quand il y avait les guerres civiles dans les Balkans, c'était là aussi l'ex-URSS, des pays du pacte de Varsovie, la Bulgarie ou des choses comme ça. C'était donc des armes soviétiques. 5,56, ça signifie qu'il y a une partie des armes volées sur le champ de bataille en Ukraine, volées par qui? On n'a pas de preuves pour l'instant, mais volées en tout cas, qui commencent à arriver jusqu'en dans les cités. Et elles sont plus petites, moins encombrantes et tout aussi mortelles que les grosses calaches. Une calache, c'est une canne à pêche, quoi. C'est grand, c'est extrêmement lourd. Alors c'est stable, ça a des tas de qualités. Vous l'achetez dans la vase, elle fonctionne encore. Mais les armes OTAN, elles sont plus sympas, taille plus réduite, à taille humaine, si vous voulez. Hein, voilà. Mais on commence à avoir du 5,56. Récemment, il y a eu des blessés graves ou même des homicides vers Marseille où c'était du 5,56. Et il y a beaucoup de plus en plus, du moins de militants français qui aimeraient avoir un modèle états-unien, c'est-à-dire que les gens puissent s'armer eux-mêmes pour se protéger. Vous Alors, pensez que c'est une bonne idée? c'est pas le système français, ça arrivera jamais, je peux vous le dire. Mais vous pensez que ce serait une bonne idée? Non, c'est comme ça. Je vous dis, on a un État-nation qui a des siècles. Alors les gens, récemment, là aussi, j'ai été interviewé, on a dit oui, mais vous vous rendez compte, alors Mayotte, alors j'ai dit, mais il n'y aura pas quelqu'un qui aura la décence de dire que pour faire la structure administrative, sociale de la France, pour créer dans tout un peuple les réflexes qu'ont les gens qui habitent un État-nation moderne, il faut des siècles. Je vous dis, l'appareil d'État et la population de la France, il a fallu des siècles pour en faire ce qu'elle est aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est à chaque fois différent. On parle de Europol ou de Eurojust, mais vous prenez par exemple des gens aussi proches de nous que proches physiquement, les îles britanniques. Vous voyez, maintenant, Eurostar, 2 heures, pouf, vous êtes à Londres. Hein. Donc, mais par exemple, ce qu'il y a dans la tête d'un citoyen britannique comme étant la justice, ce qui est juste, n'a rien à voir avec ce qu'un Français a dans la tête dans ce qui concerne la justice. Vous vous rendez compte? C'est dans un cas 16e siècle, dans l'autre 14e siècle, ça fait 7 siècles, 6 siècles, 5 siècles que les gens ont été formés. Ces codes-là, ces références-là, ces réflexes-là, évidemment, même si c'est un département français, les gens de Mayotte ne les ont pas. Je ne dis pas qu'ils sont meilleurs ou pires que nous, hein, j'ai toute la considération du monde pour eux, mais ils n'ont pas les réflexes simplement qu'il nous a fallu des siècles pour acquérir. Et réflexes que même des gens très proches et eux parfaitement blancs, hein. Je parle par exemple, depuis des années, j'ai travaillé beaucoup avec des policiers belges. La Belgique, elle a fait partie à un moment donné de l'empire donc austro-hongrois. Elle a fait partie après ça d'États qui étaient une espèce de marqueterie de trucs. Ça a été espagnol, mais jamais dans la République française. Ils n'ont pas du tout les mêmes réflexes que nous. Alors, en parlant d'île, ça me fait penser à Tahiti. Tahiti qui est aujourd'hui contrôlé par un gang. Et ce qui, in fine, c'est pas des scénarios totalement inenvisageables pour d'autres îles françaises, par exemple. Vous parlez de Haïti, là. Non, c'est pas un gang, c'est une guerre civile. Ils sont des gangs, il y en a un par quartier. Et simplement, même si la population de Haïti a fait preuve d'une espèce de grand courage dans le soulèvement qu'elle a eu, parce que se friter, c'est pas l'armée de Monsieur Macron, se friter avec l'armée de Napoléon, ça devait pas être une promenade de santé non plus. Donc ils l'ont fait, mais depuis ils ont jamais pu. Moi je connais Saint-Domingue, je connais tout le coin par cœur. Ils ont simplement jamais su adapter l'État-nation dans leur coin, quoi. Donc ça ne marche pas. Ça marche avec des familles qui contrôlent ceci, des familles qui contrôlent des gangs. Ça marche par une espèce d'emprise avec des histoires de vaudou sur la société, etc. Mais ça n'est pas le fonctionnement d'un État-nation. Jamais l'État-nation... L'État-nation, il a été défini une bonne fois pour toutes et de manière admirable par Raymond Aron en une seule phrase: respecter à l'extérieur, en paix à l'intérieur. Pendant des siècles, la France a fait ça très bien.
l'État-nation monarchique, l'État-nation impérial et l'État-nation républicain a réussi à faire ça à epsilon près depuis des siècles. Ça n'a jamais respecté à l'extérieur en paix à l'intérieur, ça n'a jamais fonctionné dans les Caraïbes. Voilà, c'est des peuples, des confettis ex-colonisés qui font ce qu'ils peuvent pour survivre par tous les moyens, quoi. Xavier Hofer, merci. Merci pour cette interview, merci d'avoir accepté de venir. Pour terminer, j'aimerais quand même vous poser une question. Est-ce que vous auriez un conseil à donner pour que la France devienne plus sûre? Appliquer le code pénal, voilà, tel qu'il est aujourd'hui. Le code pénal tel qu'il est aujourd'hui, vous savez, on le refond régulièrement. Exemple, en 1900, dans la région parisienne, il y avait plus de vols de bétail et moins de vols de téléphone portable, voyez-vous. Voilà. Ben, aujourd'hui, c'est le contraire. Alors, donc, il faut refondre les codes une fois de temps en temps. Le code de la famille. Quand il y a eu le divorce, il a fallu créer de toutes pièces un code sur le cyber et sur le numérique, parce que ça n'existait pas. Alors, le code pénal, tel qu'on l'a aujourd'hui, il a été refondu, et la refonte a commencé sous M. Bérégovoy, qui n'était pas Gengis Khan, et il a été terminé sous M. Balladur, dans sa nouvelle version, M. Balladur, qui n'était pas Himmler, vous comprenez? Donc, depuis, bien entendu, il y a eu tous les rajouts dont je vous ai parlé, les codes des familles, le mariage homosexuel, bref, tout ça a été retouché année après année. Mais le fond du code pénal est parfaitement sain, il est parfaitement modéré, il est parfaitement respectueux de ce qu'on appelle l'état de droit. Appliquons-le. Et puis, en faisant ça, on résoudra, je dirais, 7 problèmes sur 10. Alors, à partir de ce moment-là, on s'inquiétera des 3 sur 10 qu'on n'a pas réglés. Mais commençons par faire. Je suis persuadé que si on applique l'article 227-17, ah, dis donc Momo, t'as pas vu, l'autre jour, le voisin, là, il a chopé 10 000 € d'amende, on lui a sucré les allocs, alors arrête, tu restes à la maison ce soir, ouais, je veux aller avec les copains, reste ici, voilà. Alors, il y en a 10 gamins, il y en a 8 qui obéiront, 2 qui seront dans la rue, mais ça fera 8 de moins, vous comprenez, simplement pour un seul HLM. Alors, commençons par appliquer le code pénal. Ne créons pas de loi nouvelle, commençons par l'appliquer. Je vous garantis que si on applique le code pénal comme il faut, pratiquement, ça devient difficile de respirer, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont prévues à l'intérieur. Alors, commençons par ça, et puis qu'on soit dirigé par autre chose que par des froussards qui ont peur de leur ombre. C'est tout. Il faut à un moment donné que la justice passe. Et bien, quand la justice passe pas, eh bien, les voyous prolifèrent. On le voit chaque jour. Merci Xavier Hofer, et à très vite.